Chers gazières, chers gaziers, bonjour et bonne année. Pour ce JT de rentrée, nous vous proposons un JT spécial biométhane en région lyonnaise. Et c'est un JT un petit peu particulier puisque, à cause des grèves de décembre, je n'ai pas pu me rendre sur le tournage dans le bus comme à l'habitude. Mais la magie de la technique étant là, nous découvrirons tout de même un projet passionnant situé à Saint-Denis-sur-Coise, une commune de 700 habitants entre Saint-Étienne et Lyon. Il s'agit d'un site de méthanisation collective. Alors allons tout de suite faire un tour avec Aloïs Klein sur son site de méthanisation. C'est lui qui, en 2012, a eu cette idée de créer ce site de méthanisation collective. Comment est-ce que lui est venue cette idée? On l'écoute. Avant d'être éleveur de bovins dans les monts du Lyonnais, j'ai travaillé plusieurs années à l'étranger, en Afrique et en Amérique du Sud, et j'ai souvent été confronté à des problématiques de production d'énergie. Assez jeune, je me suis rendu compte que l'énergie qu'on consommait sur notre pays ou sur notre continent, l'Europe, venait souvent de pays très lointains. De par mon métier d'éleveur, la méthanisation est devenue une activité, j'ai envie de dire, quasi évidente, en se disant tiens, j'ai des effluents. Je peux aussi peut-être participer à l'autonomie énergétique de mon pays. Sur l'unité de méthanisation Métamoly, on traite quotidiennement des effluents d'élevage qui proviennent de 6 fermes, des lisiers et des fumiers, et on traite également des biodéchets. Donc on traite quotidiennement 50 tonnes d'effluents d'élevage et de biodéchets qui sont préparés avant d'être envoyés en maturation dans les digesteurs. Et dans ces digesteurs, des bactéries méthanogènes en conditions anaérobies dégradent la matière organique pour à la fois produire du biogaz et à la fois produire du digestat. Le biogaz ainsi obtenu sera épuré pour ne retenir que le méthane qui sera ensuite injecté dans le réseau GRDF du territoire, et le résidu organique qu'on appelle le digestat sera utilisé sur nos fermes comme amendement et fertilisant. Le projet Métamoly est un projet multipartenarial qui regroupe des agriculteurs à l'initiative du projet. En 2012, c'est une douzaine d'agriculteurs qui se sont fédérés pour porter ce développement de projet. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il manquait autour de table quelques compétences et on a commencé à chercher d'autres partenaires pour nous aider à développer ce projet. Les arguments qui ont permis à nos actionnaires de se retrouver dans ce projet, c'est la dimension territoriale de ce projet et multi-intrants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était effectivement un groupe d'agriculteurs qui tentait de répondre à une problématique agricole. Et puis on avait une autre thématique qui intéressait aussi nos partenaires, c'était le traitement de déchets. Donc l'ensemble des paramètres du projet ont permis, on va dire, d'impliquer et de séduire tout simplement des partenaires. Engie, ça lui permet d'avoir du gaz vert à vendre à ses clients. La collectivité à travers la SEM Soleil, c'est un projet de territoire qui répond à des enjeux multiples et variés, énergie, développement économique, traitement de déchets. Donc c'est un projet qui répondait bien aux enjeux et aux projets de territoire de la région au niveau de la méthanisation. Bonjour Suzanne Renard. Bonjour. Vous êtes chargée d'investissement à Énergie Partagée, qui est une association mais aussi un fonds d'épargne. Ce qui signifie que vous avez en charge de soutenir un projet ou pas. Alors pourquoi ce projet d'Aloïs Klein était-il intéressant de soutenir? Parce que nous, à Énergie Partagée, on soutient des projets qui sont portés par des collectifs, qui ont un ancrage local et une communication avec leur territoire, et qui sont exigeants sur leur impact environnemental. Et là, ça répondait aux 3. Et là, ça répondait aux 3, et notamment sur la méthanisation, on a une charte qui permet de qualifier ces impacts agroécologiques et environnementaux, et Métamoly se retrouve complètement dans la charte qu'on défend. Et donc, qu'est-ce que vous apportez? Alors nous, on apporte donc du financement, de l'épargne, et donc c'est 102 souscripteurs qui ont fléché 200 000 € sur le projet de Métamoly. Donc ça, c'est de l'apport en capital, on fait partie du projet, mais on n'apporte pas que de l'argent. Comme on est au capital du projet, on va aussi nourrir les réflexions, prendre les décisions avec les agriculteurs et donc porter
une réflexion collective. Et en fait, comment ça marche? Donc vous soutenez et puis après vous partez ou vous restez? Non, nous on soutient et donc en fait on soutient dans la durée puisque ce qu'on veut c'est bien accompagner les projets du moment de l'idée jusqu'à la fin de l'exploitation et c'est aussi du coup garantir tout cet impact environnemental et ce souci d'une gouvernance partagée pendant toute la durée de vie du projet. Ce que je vous propose, Suzanne Renard, c'est qu'on comprenne encore un peu mieux le fonctionnement de ce projet d'Aloïs Klein. Alors on le retrouve maintenant sur le site de méthanisation collective. Il nous explique comment est-ce que c'est organisé. On regarde. Donc sur le site Métamoli, tous les intrants réceptionnés passent par le pont bascule. Ils sont pesés, puis en fonction de la typologie de la matière, ils sont dirigés dans les différentes parties du bâtiment, soit dans la partie hygiénisation si c'est des biodéchets, soit dans la partie agricole solide, soit pour les lisiers en cuve à l'extérieur. Alors dans cette partie du bâtiment, on réceptionne tous les intrants solides qui n'ont pas besoin d'être hygiénisés. C'est essentiellement des intrants agricoles, comme le fumier, des farines déclassées de l'industrie agroalimentaire ou alors des boues papetières issues de l'industrie du papier. Enfin, sur ce site de méthanisation Métamoli, on réceptionne également des lisiers dans des cuves hermétiques fermées pour alimenter également le méthaniseur. Alors une des particularités de Métamoli, c'est qu'on travaille avec des intrants multiples et variés. On réceptionne à la fois des biodéchets issus de l'industrie agroalimentaire ou des restaurants de collectivité. Dans cette partie du bâtiment, c'est là qu'on réceptionne des graisses d'abattoir, des déchets d'assiettes, des restes de supermarchés. Ces matières sont réceptionnées, broyées et ensuite elles sont hygiénisées, c'est-à-dire qu'elles sont chauffées pendant 1 heure à 72 degrés pour limiter tous les problèmes pathogènes. Les biodéchets ont des intérêts multiples pour la collectivité et le territoire puisqu'on traite des biodéchets localement qui vont produire de l'énergie localement et cette énergie va être consommée localement. Donc on a un cercle vertueux certain qui permet à un territoire de trouver des solutions à la fois en traitement de déchets et à la fois en production d'énergie. Pour nous, site de méthanisation, ce service est rémunérateur et il nous permet aussi d'optimiser notre production de biométhane. Bonjour Christophe Bellé. Bonjour. Vous êtes délégué développement biométhane chez GRDF. Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir là, en quoi, en général, le fait d'intégrer tous ces intrants divers, ces biodéchets, c'est quelque chose qui peut être intéressant sur l'évolution de la méthanisation? Alors c'est intéressant parce que c'est très méthanogène les biodéchets et c'est d'autant plus intéressant que ça va se multiplier dans les sites de méthanisation. À partir de 2023, tout un chacun devra trier les déchets à la source et donc on aura beaucoup de biodéchets qu'il faudra valoriser et la méthanisation est une façon de valoriser ces biodéchets. On entend bien qu'il y a une évolution des usages qui va être réelle, une évolution des mentalités. Est-ce que ça a un impact aussi sur l'évolution du secteur et des emplois, par exemple? Ah oui, sur l'emploi, c'est un élément majeur. Aujourd'hui, il y a déjà 5000 emplois dans cette filière méthanisation. En France? En France. Et à horizon 2030, il y aura entre 30 000 et 50 000 nouveaux emplois qui seront dans les territoires, aux proximités des sites de méthanisation. Ce sont des emplois pérennes, non délocalisables. Et donc, toute la filière est en train de se préparer pour développer, former des techniciens biogaz ou des nouvelles compétences chez les agriculteurs. Avec des retombées locales évidentes. Je vous propose d'ailleurs qu'on retourne maintenant voir de plus près ce projet de Saint-Denis-sur-Coise pour voir à l'échelle de la région qu'est-ce que ça procure. Bonjour à vous, Régis Chambe, vous êtes président de la communauté de communes de Mont-du-Lyonnais. Et bonjour Laurent Rivollet, vous êtes chargé de développement gaz vert pour GRDF et ça donc en région sud-est. Je m'adresse à vous tout d'abord. Laurent, comment est-ce que GRDF a pu accompagner la mise en place de ce projet et quels ont été en réalité les arguments ? Donc en fait, GRDF accompagne les porteurs de projets, et ce projet en particulier, notamment par rapport à la proximité au réseau et les enjeux d'injection du biométhane produit dans le réseau. Donc on va analyser les différentes localisations possibles pour le projet, regarder les raccordements nécessaires, voir les renforcements de réseau qui seront nécessaires pour aider le projet à injecter la totalité de la production qu'il envisage de réaliser. Régis Chambe, on entendait ce que nous expliquait Christophe Bellé il y a un instant.
Comment est-ce que ces projets sont-ils acceptés sur votre territoire et quelle valeur ajoutée est-ce que ça apporte chez vous? À l'heure actuelle, ce projet est largement accepté par la population et notamment les riverains. Mais il faut bien dire qu'il y a quelques années, lors de la jeunesse de ce projet Métamoli, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées sur l'odeur, bien entendu, sur le flux de tracteurs ou de véhicules qui traverseraient la ville la plus proche, Saint-Symphorien-sur-Coise en l'occurrence. L'aspect visuel également de ce projet au milieu de la campagne, comme vous le voyez ici. Mais toutes ces barrières ont été levées les unes après les autres. On parlait à l'instant, Laurent Rivollet, de l'évolution des emplois. Est-ce que la construction de ce site a généré des emplois? 80% des investissements réalisés sur site vont avoir des retombées locales et régionales. Parce que Aloïs Klein et la société Métamoli ont fait des choix de prendre des constructeurs régionaux, que ce soit Prodéval pour l'épuration ou Métalac pour l'unité de méthanisation. Et dans sa phase d'exploitation, donc il y a 3 emplois directs, plus une dizaine d'emplois indirects générés par le site de méthanisation. Après, à l'échelle française, ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, un site de production de biogaz génère de 3 à 5 emplois directs et autant d'emplois indirects. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on a une filière qui emploie plus de 4000 personnes à l'échelle française. Et en fonction des scénarios d'évolution, on va au moins tripler ces emplois, voire multiplier par 10 ces emplois à l'horizon 2028. Un dernier mot peut-être, Régis Chambre. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont amenés à voir le jour très prochainement? Alors effectivement, nous avons un projet de création d'une station bio-GNV sur le territoire, sur l'artère principale des Monts du Lyonnais, qui est à côté d'ici, et donc juste à côté de la station Métamoli que vous venez de visiter, et qui aura vocation à délivrer donc, du bio-GNV, notamment à destination d'une part de la communauté de communes au travers de sa BOOM, benne d'ordures ménagères qu'elle est en train d'acheter, d'autre part un certain nombre d'autocaristes du territoire qui desservent notamment la ville de Lyon, et enfin, sur un moyen terme, ouvrir à tout public. Merci beaucoup à vous deux, merci messieurs. Christophe Bellé, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, on peut aussi se poser la question, là on commence cette année 2020, quel est le rendez-vous de la méthanisation avec 2020? En fait, des rendez-vous, il y en a 2 en 2020. Oui. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de projets qui émergent aujourd'hui, Oui. mais 2020 c'est une année charnière, puisque le mécanisme de soutien qui permet de financer le développement de la méthanisation et de l'injection de biométhane va évoluer en 2020. D'accord. Donc on va voir quelles seront les conséquences de cette évolution. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle le droit à l'injection, c'est-à-dire ça va permettre aux opérateurs de réseau de financer des travaux de renforcement de réseau qui vont soulager ou permettre l'injection de biométhane dans tout un tas de zones où aujourd'hui on ne peut pas accueillir de nouveaux projets. Merci beaucoup Christophe Bellé pour Merci. ces belles explications. Ce JT en région lyonnaise un petit peu particulier est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour que vous partagiez encore avec nous des nouvelles innovations, des nouveaux projets. Alors à la semaine prochaine.